Le Niger est quand même le 3e producteur mondial d'uranium. C'est devenu un pays pétrolier depuis 2011. Malgré tout ça, le taux de pauvreté est très élevé. La richesse est confisquée par une élite. Donc tout ça a créé les conditions favorables d'un coup d'État. Et c'est pour cette raison, à mon avis, au-delà de la raison du coup d'État, qu'il faut regarder l'adhésion que ça a suscité. Les personnes qui sont rentrées dans la rue pour soutenir les pouces, toutes ces personnes-là peuvent être sincères parce que elles ont vu que la démocratie a été confisquée. Et c'est pour cette raison que quelque chose de tout à fait personnel au départ a pu prospérer parce qu'il y avait un terreau favorable. Autrement, s'il n'y avait pas le terreau favorable, le reste de l'armée aurait refusé, le reste de la population se serait opposé. Après le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, est-ce que c'est si surprenant de voir aujourd'hui le Niger touché par un coup d'État? Non, dans le cas du Niger, on n'a pas pu venir le coup d'État pour 2 raisons principales. La première raison, c'est que le Niger n'est pas dans une situation de crise politique à proprement parler. Il y a un dialogue entre l'opposition et le pouvoir qui fonctionne. Le cadre permanent du dialogue, qui est le Conseil national du dialogue politique CNDP, a repris ses activités et les relations étaient beaucoup plus fluides que sous son prédécesseur. Deuxième élément, il n'y avait pas une situation sécuritaire aussi dégradée qu'au Burkina Faso et au Mali. Si vous évacuez donc la crise politique et le défi sécuritaire, vous verrez qu'il n'y a pas de raison de voir venir un coup d'État. La surprise vient aussi du fait que lorsqu'on regarde l'histoire politique du Niger, il y a eu 3 coups d'État récemment, en 1996, en 1999 et en 2010. À chaque fois qu'il y a eu ces coups d'État, c'était le fait de blocage politique. Les coups d'État ont été perpétrés pour dénuer des situations de crise politique et les militaires se sont sentis dans la responsabilité d'intervenir sur la scène politique pour remettre le compteur à zéro, pour faire en sorte que la démocratie reparte. On n'est pas dans ce cas de figure et c'est pour cette raison que on a été presque tous surpris par le coup d'État qui a eu lieu mercredi dernier. Est-ce qu'on peut quand même tenter de l'expliquer? Nous sommes dans une configuration où le président Bazoum, qui est arrivé au pouvoir il y a plus de 2 ans maintenant, a décidé de reprendre l'appareil sécuritaire en main. Donc il était annoncé un mouvement à la tête de la garde présidentielle et le patron de la garde présidentielle, le général Abdraman Tchani, qui est aujourd'hui l'homme fort de Niamey, le chef de la junte, a pris le devant pour faire le coup d'État qu'il a fait, qui est un coup d'État pour des raisons personnelles au départ. Il faut regarder ce qu'il y a, le contexte. Ce que les militaires ont avancé comme argument pour justifier le coup d'État n'est pas totalement faux en ce qui concerne la crise de la gouvernance sociale et économique. On sait que la corruption n'a jamais été aussi élevée au Niger. On a en mémoire le fameux dossier du ministère nigérien de la Défense où on pense que au moins 78 milliards ont été détournés dans des commandes fictives, dans la surfacturation du matériel militaire. Et les protagonistes de ce qu'on appelle le MDN Gate n'ont jamais été arrêtés ni jugés. Il y a aussi le fait qu'il y a une mauvaise redistribution de la richesse nationale. Le Niger est quand même le 3e producteur mondial d'uranium. C'est devenu un pays pétrolier depuis 2011. Malgré tout ça, le taux de pauvreté est très élevé. La richesse est confisquée par une élite. Donc tout ça a créé les conditions favorables d'un coup d'État. Et c'est pour cette raison, à mon avis, au-delà de la raison du coup d'État, qu'il faut regarder l'adhésion que ça a suscité. Les personnes qui sont rentrées dans la rue pour soutenir les pouces, toutes ces personnes-là peuvent être sincères parce que elles ont vu que la démocratie a été confisquée. Et c'est pour cette raison que quelque chose de tout à fait personnel au départ a pu prospérer parce qu'il y avait un terreau favorable. Autrement, s'il n'y avait pas le terreau favorable, le reste de l'armée aurait refusé, le reste de la population se serait opposé. Quel est le rôle de l'ancien président Issoufou dans cette crise? Oui, le rôle du président Issoufou n'a pas été très clair. Et le rôle du président Issoufou est très important à analyser parce que le président Issoufou a aidé le président Bazoum à arriver au pouvoir. C'est lui qui l'a choisi comme dauphin. C'est lui qui a accompagné sa succession. Et le président Issoufou a demandé aussi à Bazoum, au président Bazoum, de garder l'actuel patron de la garde présidentielle qui a été l'auteur du coup d'État. En quelque sorte, c'est comme s'il s'était porté caution pour que le président Bazoum garde le général Tchani.
Donc après le coup d'État, il a tenté la médiation et il a déclaré publiquement qu'il n'a pas pu convaincre Tchani de renoncer. Donc du coup, ça a créé une forme d'ambiguïté, puisque le parti même qui est au pouvoir, qui est le parti cofondé par le président Issoufou et le président Bazoum, ce parti a mis quand même presque 1 jour et demi pour faire un communiqué de condamnation. Donc tout cela sont des éléments d'ambiguïté qui font qu'on n'a pas une lecture claire et visible du rôle que le président Issoufou a pu jouer. Mais on retiendra aussi que les chancelleries, que les partenaires extérieurs ont misé sur l'aura du président Issoufou et sur sa proximité avec les 2 principaux acteurs, le général Tchani et le président Bazoum, pour essayer de voir dans quelle mesure on pourrait trouver un compromis politique. Mais les médiations n'ayant pas marché, on se retrouve aujourd'hui dans cette situation où l'avenir nous aidera à mieux comprendre le rôle que le président Issoufou a joué dans la crise. Beaucoup parlent du coup d'État de trop en Afrique de l'Ouest. C'est aussi votre lecture des choses? Je pense aussi que c'est le coup d'État de trop, parce que il faut comprendre que il y a eu 2 coups d'État au Mali. Donc, il y a eu 2 coups d'État au Burkina Faso aussi. Donc ça nous fait déjà 4 coups d'État. Maintenant, il y a le coup d'État en Guinée et le 6e coup d'État en Afrique de l'Ouest, en cet espace entre août 2020 et aujourd'hui, on est à 6 coups d'État. Il y a une sorte de contagion dont personne ne peut prévoir là où elle va s'arrêter. Et à mon avis, c'est aussi ce qui explique la fermeté et la promptitude de la réaction de la CEDEAO, parce que il y a une inquiétude que après le Niger aussi qu'il ait un prochain. On peut aussi dire que c'est un coup d'État de trop compte tenu de la dégradation du contexte sécuritaire. Ce qu'on avait redouté est en train d'arriver, c'est-à-dire que l'instabilité politique en Afrique de l'Ouest vient s'ajouter à une insécurité chronique, endémique, multiforme. À mon avis, c'est la sécurité de l'ensemble du continent et sa stabilité qui se joue dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que la CEDEAO peut survivre à ça, en fait, à des tensions internes aussi extrêmes? Non, la CEDEAO laissera des plumes dans la gestion de la crise au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Niger. Elle n'a pas su, par exemple, avoir la main dans le dossier du Mali, du Burkina et de la Guinée. Elle n'a pas réussi à imposer à ces différentes juntes militaires un agenda de transition très clair, ni même, on va le voir dans les prochains mois, l'impossibilité que ceux qui dirigent la transition puissent se présenter. On ne sait pas encore, mais tout porte à croire, après le référendum du 18 juin au Mali, 18 juin 2023 au Mali, que la junte a la possibilité de présenter Assimi Goïta. Rien, en tout cas, dans la Constitution ne leur interdit, alors que la CEDEAO veut imposer que ceux qui dirigent les transitions ne puissent pas se présenter. Elle n'a pas réussi à imposer le calendrier. Je ne suis pas sûr qu'elle réussisse. Aujourd'hui, vous entendez les critiques qui sont faites contre la CEDEAO en ce qui concerne sa collusion avec des puissances extérieures pour dicter les agendas. Il y a, je pense, 2 choses que la CEDEAO a ratées, 2 choses importantes. La première chose, c'est la prévention des coups d'État. Elle n'a pas réussi. Dans le cas de la Guinée, on a vu venir le coup d'État. Donc, du point de vue de la crédibilité de la CEDEAO, il y a quelque chose qui se joue. Ensuite, du point de vue de sa crédibilité auprès des opinions publiques aussi, il y a quelque chose qui se joue. On a aujourd'hui le sentiment que la CEDEAO est unanimement rejetée par une grande partie des opinions publiques dans les pays membres de cet espace, parce que les sanctions qu'elle a imposées au Mali, d'abord n'ont pas fait plier le Mali. Ensuite, se sont révélées pour une partie de l'opinion totalement inutiles, parce que il y avait une situation de crise, de tension. Le pouvoir ne faisait qu'à sa tête et la CEDEAO n'a absolument rien dit. Dans le cas du Burkina Faso, la crise on la voyait venir. Le président Roch semblait un peu dépassé par la crise. La CEDEAO ne lui a pas porté l'assistance qu'il faut, l'accompagnement qu'il faut. Ça, c'est une chose. La deuxième chose aussi, c'est sa faible implication dans le défi sécuritaire. Puisque nous sommes dans un espace communautaire avec un destin commun, lorsqu'il y a une situation sécuritaire, on aurait espéré que la CEDEAO n'abandonne pas le Burkina, n'abandonne pas le Niger, n'abandonne pas le Mali à eux seuls face aux défis sécuritaires. Elle a tardé à réagir et lorsqu'elle a réagi même,
en disant qu'elle va mobiliser des fonds pour aider les pays à lutter contre la sécurité, cela ne s'est pas traduit de façon très concrète. Donc, elle a été totalement absente dans le leadership de la réponse à la crise sécuritaire au Sahel. Et lorsque vous mettez tout cela ensemble, c'est clair que la CEDEAO aujourd'hui est face à une crise existentielle. C'est son existence qui pose problème. Et aujourd'hui que les 4 pays qui sont en froid avec la CEDEAO, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la Guinée, commencent à se rapprocher, il n'est pas exclu qu'on veuille aller vers un autre espace, un espace autre que celui de la CEDEAO. Et à mon avis, ça serait le pire danger pour l'Afrique de l'Ouest.